Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Du 7 au 10 septembre, l'université Mohamed V de Rabat accueille le plus important rassemblement scientifique au monde qui traite des questions migratoires, The Migration Conference 2022. Initié en 2012, cet événement rassemble chaque année, depuis 10 ans, universitaires, académiciens, chercheurs, décideurs, en plus des représentants des médias, de la société civile et des étudiants, pour une réflexion autour de différentes thématiques liées à la migration, au droit, à la mobilité et à la situation souvent précaire de la majorité des migrants. Chaque année, cette manifestation réunit plus de 500 participants issus d'une soixantaine de pays autour de tables rondes, d'ateliers, en plus des séances plénières et des sessions parallèles. Et pour en savoir un peu plus sur cette importante conférence, sur sa raison d'être et ses objectifs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau le professeur Mohamed Khachani, enseignant-chercheur et président de l'Association marocaine d'études et de recherche sur les migrations qui co-organise cette manifestation avec l'université Mohamed V. Le professeur Khachani est aussi président de l'ANAM Network North African Migration Academic Network, section Maroc. Monsieur Khachani, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, pourquoi le choix s'est-il porté cette année sur le Maroc, sur sa capitale Rabat, sachant que les 9 éditions précédentes se sont toutes tenues dans des pays européens, et quel a été le rôle justement de l'Association marocaine d'études et de recherche sur la migration pour cette décision d'organiser cet événement au Maroc? Je pense que le premier contact avec les organisateurs de cette conférence était à l'université de Bari, en Italie. Parce que la professeure qui a organisé cette conférence à Bari en 2019 et qui a drainé 500 participants est membre du conseil scientifique de la MERM. Donc, ce qui fait, il nous a proposé, après, on a participé à Bari, puis pour l'édition suivante en 2020 à Londres, on a proposé à la MERM d'organiser pour la première fois un atelier en langue française, parce que la conférence se déroule en langue anglaise, en langue française, et c'est ce qui a été fait. La MERM a coordonné un atelier en langue française auquel ont été invités 6 chercheurs marocains. Ça, c'était le premier contact en 2020. Et en 2021, même si c'était à distance, la proposition a été faite au président de la MERM d'organiser cette conférence au Maroc. Évidemment, pour nous, c'est une aubaine et c'est une chance pour notre pays d'être le premier pays du Sud à organiser une conférence de cette dimension. Oui. Alors, quelle sera la particularité de cette 10e édition de la conférence internationale sur la migration, sachant qu'elle intervient après 2 éditions tenues à distance à cause de la pandémie? J'imagine qu'il y a une envie de tous les intervenants, et surtout que c'est une situation particulière. Il s'est passé beaucoup de choses sur le plan des questions migratoires pendant ces 2-3 années aussi. Quelle sera sa particularité? La particulière, d'abord, c'est qu'elle s'organise au Maroc. Et les gens aiment venir au Maroc. Ça c'est une première. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu drainer un nombre aussi important de participants comme à Bari. Nous sommes autour de 300 à 350. Oui. Du fait, c'est l'effet Covid, justement. Oui. Et moi, la particularité de cette édition 2022, je la vois dans les séances organisées par le pays hôte. Parce que nous, le comité scientifique, a décidé, contrairement à la tradition qui consiste à organiser des séances sur le pays hôte. Par exemple, à Bari, c'était sur l'Italie. À Tetovo, c'était sur la Macédoine. Sur la Macédoine, oui. Nous, on a préféré élargir cette participation à toute l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, on a invité des collègues égyptiens, libyens, tunisiens, et même un Algérien, pour justement participer à ce débat intéressant sur la question migratoire. Et puis même les thématiques, parce que vous ne parlez pas que de la migration dans les pays d'Afrique du Nord, vous parlez de la Turquie, vous parlez de l'Inde, de tous les pays. Et justement, moi j'ai un peu parcouru le programme, et franchement, les thématiques qui seront abordées touchent à tous les aspects possibles et imaginables liés à la migration. Je vais citer pour les téléspectateurs, pour donner aussi envie aux gens qui veulent assister, aux étudiants ou aux personnes intéressées.
ce n'est pas de manière exhaustive. Il y a le Covid-19 et les défis directs et indirects liés à la mobilité, l'établissement à la sécurité, la problématique migratoire en Afrique du Nord, migration nord-sud, le modèle marocain, éducation et migration hautement qualifiée, c'est un autre volet parce que c'est de la migration, des fois on n'en parle pas, conflit, insécurité et migration, genre et migration, migration et religion, intégration, acculturation et diaspora, changement climatique, conflits et déplacements en Inde, médias et migration en Afrique du Nord, migration, développement et envoi de fonds. C'est vraiment des thèmes, les langues et la migration, les réfugiés et les demandeurs d'asile en Afrique du Nord, l'immigration sociale civile, récit historique de la migration dans le contexte turc, mais aussi en Inde. Comment se fait le choix de toutes ces thématiques, mais aussi le choix des intervenants qui sont, j'imagine, issus des 4 coins du monde. Vous avez parlé là des pays du Maghreb, mais aussi d'autres pays en Europe, Amérique et ailleurs. Mais il faut jeter un coup d'œil sur le conseil scientifique de cette importante manifestation. J'ai vu, c'est impressionnant. Oui. C'est un conseil scientifique qui rassemble l'élite de chercheurs sur la question migratoire dans le monde. Nous, on a tenu à intégrer comme séance, et nous avons tenu à le faire, la séance sur la migration nord-sud. Parce que généralement, quand on parle de migration, on est focalisé un peu sur sud-nord et sud-sud. Oui. Alors nous avons décidé, pour tout ce monde, montrer que la migration peut être aussi nord-sud. Nous avons au Maroc des migrants américains, des migrants français, des migrants suisses, des migrants italiens. Qui viennent ou finir leur jour, une deuxième vie, après une retraite au soleil, ou qui viennent travailler de plus en plus. Il y a des opportunités d'emploi. Absolument. C'est-à-dire qu'ils ont le statut de migrants selon la définition des Nations Unies. C'est des gens qui viennent ici pour travailler, ou dans l'autre catégorie, c'est les retraités qui maintenant de plus en plus choisissent le Maroc pour les raisons qu'on connaisse, c'est-à-dire la culture, le climat, l'accueil, tout ça pousse ces gens-là à venir ici pour passer leur retraite. Oui. Alors, moi je voudrais savoir qui choisit, c'est le conseil scientifique qui a choisi, qui définit les thématiques. Absolument. D'accord. Mais nous, on a constitué un comité scientifique local, national, qui a élaboré les 7 séances sur l'Afrique du Nord. C'est-à-dire la séance introductive sur les questions migratoires en Afrique du Nord, puis la question des compétences en Afrique du Nord, médias et migration en Afrique du Nord, la question des réfugiés en Afrique du Nord, la problématique de l'intégration des migrants nord-africains en Europe, et la migration nord-sud, plus une séance qu'on a consacrée à la société civile, parce que la société civile contribue d'une manière extraordinaire à la gestion de ce dossier. Moi, je me rappelle, en 2007, bien avant la stratégie nationale d'immigration et d'asile, nous avons organisé une enquête sur le rôle de la société civile. Et nous avons trouvé de petites ONG un peu perdues dans certaines villes et certains contrées qui font un travail extraordinaire pour les immigrés. Au Maroc. Au Maroc. Ils sont souvent des médiateurs entre les migrants et entre parfois les autorités parce qu'ils leur font confiance à ces gens de la société civile, et c'est à travers eux qu'ils peuvent faire des démarches administratives ou autres. C'est vrai, parce qu'il y a une relation de confiance. Alors, pourquoi les questions migratoires doivent être aujourd'hui considérées comme une priorité plus que jamais dans les pays de départ, les pays d'accueil, mais aussi les pays de transit, et nous sommes le Maroc les 3. Et pourquoi c'est plus que jamais prioritaire? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de flux migratoires qu'avant, aujourd'hui? Non, nous sommes autour de 3,6%, 3,4%. Nous sommes dans le monde, je veux dire, les flux migratoires. Dans le monde. Nous sommes 281 millions de migrants dans le monde. C'est vrai que ça augmente en termes quantitatifs, mais en termes relatifs, ça se situe autour de 3,5, 3,4%. Mais ceci dit, ça prend des dimensions importantes, parce que l'immigration est un phénomène humain. Depuis que l'Homo sapiens existe sur cette terre, il se déplace à la recherche de meilleures conditions de vie. C'est valable pour les Anglais, c'était valable pour les Français, pour les Allemands, et c'est valable aujourd'hui pour les Subsahariens, pour les Arabes. Ce qui a changé peut-être, c'est que les pays maintenant de l'Occident cadenassent leurs portes. Absolument. C'est ça qui a changé en fait. Parce qu'il n'y a plus de mobilité. Plus de liberté de mobilité, c'est ça qui a changé? À tort, parce que ceux qui ont le plus besoin de l'immigration, parce que l'immigration est plus qu'une réalité. Je cite un rapport de l'Union européenne. L'immigration, pour nous, dit le rapport, est plus qu'une réalité, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que l'Europe est un continent qui vieillit.
Il y a des sociétés peut-être qui sont appelées à disparaître. Umberto Eco, qui est un grand écrivain italien, disait « Si les choses continuent à ce rythme, dans 100 ans, il n'y aurait plus d'Italiens. » Parce que la croissance démographique naturelle est négative dans 17 pays sur les 27. Il faut faire, professeur, parce qu'aujourd'hui, on entend des notions aberrantes comme le grand remplacement, des gens, des extrémistes qui développent des théories qui peuvent être, quand on voit le raisonnement, ça peut paraître logique, mais qui sont complètement fausses et qui vont à l'encontre de tout ce que vous venez de dire et de ce que disent les rapports sur l'importance et l'apport et ce que peuvent apporter les migrants du Sud. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que ce sont des enjeux politiques, idéologiques, plus qu'autre chose? Absolument. Enfin, moi, je pense que l'immigration, c'est une chance pour la France. Je paraphrase un livre qui est écrit par un Français. Parce que parfois, avec mes amis européens, je leur pose la question, imaginez votre pays sans migration. C'est la sclérose, c'est la paralysie, si ce n'est pas de secteur, mais de pans entiers de secteur économique. Oui. Donc là, vous avez plus que besoin, parce que ce que rapporte la migration à ces pays n'est jamais cité dans le discours médiatique, dans le discours politique, et même dans le discours académique parfois, on ne parle que de ce qui est négatif dans l'immigration. Et on ne parle pas de cet apport qui est très important. Apport économique, culturel. Culturel, économique, enfin, artistique. Oui. Tout. Maintenant, moi je pense que, vous savez, maintenant quand je vois qu'il y a à peu près 420 000 compétences marocains, je ne parle pas nord-africains, compétences qui opèrent dans les pays de l'OCDE, mais c'est un apport extraordinaire pour ces pays. C'est un cadeau qu'on leur fait. Imaginez 420 000 diplômés universitaires marocains. Oui. Le problème, c'est que ces dernières années, et surtout il y a 2-3 ans, il y a de plus en plus cette immigration sélective. Pour les médecins, pour ne citer que ceux-là, il y a une grande demande. Alors, les médecins, ils partent. Il y a des spécialités sur lesquelles on saute sur les étudiants avant qu'ils finissent, pour qu'ils intègrent les centres hospitaliers. Ça, c'est l'autre problème. Moi, je vous parle une fois de l'autre côté. C'est une valeur ajoutée pour les pays. Exactement. Alors, déjà, la situation des migrants était difficile, d'où tous les malheurs qu'on vit tous les jours, les naufrages, ceux qui meurent au large de la Méditerranée ou ailleurs. Et puis, la pandémie a exacerbé les choses. Leur vie est devenue encore plus difficile. Oui. À quel point la pandémie a impacté la vie et le quotidien de ces populations fragiles et vulnérables? C'est normal, parce que déjà, ils étaient fragiles avant la pandémie. Ah, oui. Parce que c'est vrai que la question de l'intégration est une question très complexe. Parce que les migrants, une fois franchis les frontières externes, ils se trouvent confrontés à ce qu'on appelle les frontières internes, qui parfois sont plus hermétiques que les frontières externes, qui sont d'ordre culturel, économique, social. Il faut trouver un travail, il faut être soigné, il faut que les enfants aillent à l'école. Donc ce qui fait tout ça, ça pose un grand problème. C'est pour cela que pour le Maroc, c'est un grand... La stratégie nationale d'immigration et d'asile est une expérience pionnière, mais elle est confrontée à un grand nombre de défis. Justement, vous me tendez la perche sur la question que je voulais vous poser, c'est celle de la situation du Maroc, qui est un pays particulier, parce que de par sa situation géographique, la proximité avec l'Europe, on est un pays émetteur de départ, on est un pays d'accueil, on est un pays de transit, on est devenu depuis quelques années un pays d'accueil et de stabilisation. Peut-être qu'on n'a pas choisi, mais c'est un constat. Que pensez-vous justement de la politique migratoire dont vous venez de parler, adoptée par le Maroc depuis quelques années, et des contraintes imposées par l'Europe, qui fait de nous son gendarme? On a vu avec le drame de Melilla récemment, on n'a pas cessé de le dire, les gens qui sont morts sur la frontière européenne, pas chez nous, parce qu'ils voulaient aller en Europe. C'est vrai que nous avons des difficultés à gérer ce dossier, qui est très complexe. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, nous faisons le travail, nous travaillons pour l'Europe. Parce que normalement, c'est surtout quand il nous dit « Ah, vous êtes censé accepter et signer un accord de réadmission ». Un accord de réadmission, au départ, il nous disait toute personne qui est susceptible d'avoir transité par le Maroc doit être acceptée par le Maroc, ce qui est une aberration. Parce que chaque fois qu'il intercepte un thème basané, probablement vous êtes passé par le Maroc. Donc il faut... Mais c'est une aberration. Nous n'avons pas le moyen de gérer ce lourd problème. Oui. Donc ce qui fait que l'Europe
au lieu de regarder un peu le rôle que joue le Maroc dans cette gestion de la migration en amont, c'est-à-dire il essaie un peu de l'alourdir par des contraintes comme ce que vient de dire maintenant. Oui. Alors, est-ce que nous avons aujourd'hui, le Maroc, la capacité justement, même s'il y a eu une politique migratoire très, très courageuse, il y a eu des régularisations, mais est-ce qu'on a la capacité d'être véritablement un pays d'établissement? Comment peut-on nous adapter, politique publique, société, acteurs économiques, à cette nouvelle réalité? On ne peut pas le nier, c'est une nouvelle réalité et cette nouvelle problématique qui est transversale. Elle est sécuritaire, il y a l'éducation économique, l'emploi, la santé, l'éducation. Est-ce qu'on est capable avec les moyens que nous avons? Il y en a qui disent, nous-mêmes, les Marocains, on trouve, enfin, c'est un peu, on va commencer à parodier le même discours que disent les Occidentaux. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Oui. Il n'y a pas assez de travail pour les Marocains. Non. Comment? Absolument pas. L'immigration au Maroc est une aubaine pour le pays. Et je m'explique. C'est-à-dire que le Maroc, maintenant, si vous regardez un peu le marché d'emploi, on enregistre de grands déficits dans certains secteurs. Le secteur de l'emploi, le secteur de la construction, on ne trouve pas d'ouvriers. Le secteur agricole, on ne trouve pas d'ouvriers. Le secteur domestique, on ne trouve pas d'ouvriers. Dernièrement, le secteur du tourisme, parce que beaucoup se sont reconvertis. Et j'ai remarqué que dans plusieurs hôtels, il y a beaucoup de subsahariens. Oui, absolument. Dans tous les secteurs. Et moi, je trouve que la présence de ces immigrés, c'est une solution pour nous. C'est une solution pour nous. Et j'enchaîne avec le paramètre démographique. Oui. Parce que nous sommes un pays qui vieillit. Les Marocains ne sont pas conscients de ça. Oui. Nous avons un indice synthétique de quantité de 2,1, c'est-à-dire c'est le plancher. En deçà, la croissance démographique naturelle va être négative. C'est-à-dire que, pour expliquer aux téléspectateurs, l'indice, c'est le taux de fécondité, si vous voulez. C'est-à-dire un couple, durant sa vie, une femme, durant sa phase de procréation, doit donner naissance à 2 enfants pour qu'une fois disparu le mari et la femme, ils soient remplacés par ces 2 qui sont nés. Eh bien, au Maroc, les gens ne font pas beaucoup d'enfants. Ça a beaucoup changé depuis 30-40 ans. Oui. Parce qu'on était à une moyenne de 7. De 6, 7, dans les années 60, on était à 7. 50, 60, on était à 7. Exactement. Maintenant, à 2,1, vous imaginez. Mais on ne le voit pas encore aujourd'hui parce qu'il y a encore, la pyramide est encore jeune, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Oui. Mais peut-être, mais c'est dans... Mais la base se rétrécit. La base se rétrécit. C'est ça le problème, c'est la base. Parce que la base, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Mais c'est la base qui pose problème. Parce que c'est vrai, nous sommes dans une phase très avancée de la transition démographique. Nous avons beaucoup de jeunes sur le marché de l'emploi. Mais malheureusement, moi je viens de vous citer quelques secteurs où il y a les propriétaires fonciers ou les propriétaires ou les entrepreneurs ne trouvent pas d'ouvriers pour travailler. Oui, et puis c'est très important. Là, quand on raisonne toujours sud. Là, pour le coup, c'est sud-sud. Mais il y a aussi, comme vous avez dit, nord-sud. Absolument. Il y a aussi cette immigration aussi qui apporte son savoir-faire, son métissage, des villes comme Marrakech où maintenant il y a des Tanger, Fès. Souaira, c'est des villes qui accueillent beaucoup d'étrangers. Oui. Alors, les dernières années, justement, les flux des mouvements migratoires ont beaucoup changé. Est-ce que c'est lié à des raisons géopolitiques, au foyer de tension Ce n'est plus les mêmes flux migratoires, ce n'est plus les mêmes routes migratoires qu'avant. Qu'est-ce qui a changé principalement ? Il y a 3 principales routes migratoires qui vont vers l'Europe, parce qu'évidemment, un subsaharien qui arrive à l'Afrique du Nord, son objectif, c'est de traverser la Méditerranée. Oui. C'est la route turco-grecque, la route entre la Libye et les îles italiennes, et la route entre le Maroc et l'Espagne, plus la route qui va des provinces sahariennes vers les îles Canaries et le Sénégal. Donc, les trafiquants d'êtres humains jouent avec, justement, ils agissent en fonction de la difficulté à traverser telle ou telle route. C'est-à-dire, et là, il y a un déplacement, souvent il y a un déplacement en fonction du contrôle qui est opéré dans telle ou telle route.
Et c'est pour ça qu'il y a de temps en temps un changement. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du Maroc, ça s'arrête parce qu'il y a une coopération très poussée entre les autorités espagnoles et marocaines. Et ça se déplace vers la route libyenne. Mais quand il y a aussi un contrôle, parce que Frontex est à fois interpellé par le gouvernement italien, parce qu'il est le premier concerné. Malheureusement, en Libye, il n'y a pas d'État, donc ce qui fait que... Alors là, il y a aussi un déplacement vers l'Est, et ainsi de suite, c'est ça. Vous venez d'évoquer la coopération, et justement, aujourd'hui, il y a cette nouvelle réalité pour les sociétés, et pour un pays comme le nôtre, mais cette nouvelle réalité impacte aussi les relations internationales et les relations diplomatiques. Les Européens jusque-là se réunissaient et se réunissent encore quand il s'agit de questions migratoires entre eux. Oui, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui doit changer? Est-ce qu'on ne peut jamais résoudre cette question, je ne dis pas ce problème de la migration, parce que ce n'est pas cette question de la migration, en se réunissant à Bruxelles et en cogitant entre Européens? Ça, le résultat, le bilan de cette politique, depuis Schengen en 1985, on le voit, c'est un échec total. Il y a eu plusieurs sommets, il y avait Tampere, Séville, Stockholm, et ça n'a rien donné. Parce que chaque fois, on reprend les approches sécuritaires. La même approche sécuritaire. Or, la migration ne peut pas aborder exclusivement sur cette approche. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Oui. Les Européens ont plus que jamais besoin, c'est une question vitale pour eux. Mais parce que c'est vrai que l'extrême droite a des approches irrationnelles. Parce qu'il ne voit pas un peu la réalité telle qu'il doit se voir. Et donc c'est pour cela que pour elle, l'arme ou le cheval de bataille pour conquérir les élections, c'était l'immigration. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Absolument, en Italie. C'est ce qui explique un peu cette montée en force de l'extrême droite. En Allemagne, le petit parti d'Alternative für Deutschland est né en 2013. Oui. Maintenant, il est un des partis les plus puissants. Exactement. Il a posé beaucoup de problèmes à Merkel, à la pauvre Merkel, qui a essayé de faire beaucoup de choses pour l'immigration et les réfugiés. En Espagne, il y a Vox qui surgit comme ça. Et d'un jour à l'autre, il se retrouve avec je ne sais combien de sièges au Cortés. Oui. Et ça va continuer sur ce rythme. Et moi, je pense que c'est une question qui est dangereuse et qui risque de poser un problème de sécurité pour l'humanité. Parce que, Hitler, en 1934, ça a commencé comme ça. Je m'excuse de faire ce parallélisme. C'est-à-dire, tout le monde disait, c'est la démocratie. Puis après, on s'est retrouvé avec un dictateur qui utilise les fours crématoires pour y mettre des gens. Voilà. Donc, il faut changer d'approche. Il faut aller voir une nouvelle approche, une nouvelle coopération avec les pays émetteurs et les pays de départ, les Européens, même les Américains, parce qu'il y a aussi la diaspora au Canada, aux États-Unis. C'est le même problème. C'est le même problème. Entre l'Amérique latine et les États-Unis. Le Mexique, les États-Unis. Imaginons les États-Unis sont les immigrés en situation régulière mexicains. C'est la paralysie de toute l'agriculture californienne. Oui. Or, la richesse de l'agriculture américaine, c'est la Californie. Et la Californie, c'est 11 millions d'immigrés en situation régulière. Oui. Mohamed Khechani, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat et président de l'Association marocaine d'études et de recherche sur les migrations. Et nous rappelons l'événement, celui de la conférence sur la migration qui se tient pour la première fois au Maroc pour sa 10e édition, qui aura lieu du 7 au 10 septembre à l'Université Mohamed V de Rabat, la faculté de droit. Merci beaucoup, chers messieurs, d'avoir été avec nous. C'est moi. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.